Bon, eh ben, on va démarrer, et puis j'accueillerai au fur et à mesure les personnes qui Mhm. arrivent. Eh bien, bonjour à tous. Alors, est-ce que déjà vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? Si vous pouvez répondre dans le chat ou nous dire OK, un petit coucou. Mais a priori, ça avait l'air d'aller. Merci. Voilà, donc je vous informe que cette interview est enregistrée, comme ça vous pourrez la regarder en replay après. Donc, bienvenue à cette interview en live. Donc, mon objectif, c'est de vous partager mon réseau de cœur et de confiance et de vous apporter aujourd'hui pour cette interview une bonne dose d'inspiration avec Romain. Donc, je suis heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, d'accueillir Romain. Peut-être que vous le connaissez déjà. Bonjour à toi, Romain. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté mon invitation en live en plus. Donc, nous allons être ensemble jusqu'à 9 heures. On va échanger pendant une vingtaine de minutes et puis on dédiera 5-10 minutes de questions-réponses à la fin. Et n'hésitez pas, voilà, à poser les questions dans le chat, mais j'ai aussi ouvert les micros. Alors, j'accueille Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure. Donc, je me présente, je suis Pauline Germain, je suis consultante et mentor en relations interpersonnelles et je vous apprends à construire et préserver des relations solides et joyeuses avec vous-même, vos clients, votre business pour que votre activité dure longtemps. Donc, mon invité de marque aujourd'hui, c'est Romain Vastel. Alors, Romain, tu m'as laissé carte blanche pour te présenter. Donc, tu es entrepreneur, médiateur, formateur et tu es un passionné des relations humaines. Tu accompagnes les équipes et les managers à créer des relations simples, efficaces et positives malgré des modes de fonctionnement différents. Et pour moi, tu es un explorateur des relations, des modes du travail et aussi un explorateur de l'entrepreneuriat. Et on va découvrir ça ensemble avec toi. Alors, Romain, pour moi, mais tu es la force tranquille de l'entrepreneur dans ta vie perso comme dans ta vie pro, tu ne mets aucune action en place sans y mettre du cœur et du sens, et ce sont tes guides. Donc aujourd'hui, en fait, je ne t'invite pas pour partager sur ton expertise, on pourra prévoir un autre temps pour ça, mais je t'invitais vraiment vis-à-vis de ton parcours et ce que tu peux nous apporter en partageant ton expérience. Donc, tu m'as laissé aussi carte blanche pour introduire ton parcours. Donc, tu as 32 ans, tu es entrepreneur depuis bientôt 5 ans. Et depuis ton enfance, en fait, tu as toujours été intéressé par les relations humaines, d'abord par ton contexte personnel et puis au fur et à mesure de ton parcours scolaire. Donc, tu as fait une prépa, école de commerce, en ressources humaines. Tu as commencé à travailler en 2013. Donc, tu étais chargé en relations humaines pour EDF, dans des hôpitaux. Et puis, tu t'es formé de nouveau et là pour devenir médiateur dans un cabinet de conseil. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là sur la synthèse très rapide de ton parcours? Eh ben merci déjà pour cette carte blanche. Je crois qu'on aurait pu faire une demi-heure de carte blanche. Je pense que ça m'aurait allé. Ça m'aurait convenu les compliments qui sont arrivés. Eh ben non, non, ça va être ton tour. Non, non, mais pour peut-être pour préciser sur ce que tu dis, oui, en effet, c'est vrai que j'aime beaucoup le fait que tu me présentes plus un explorateur que médiateur, parce que avant d'avoir une expertise, je crois que c'est très compliqué d'avoir une expertise sur les relations, parce que c'est toujours une expertise qui est mouvante et je vois pas forcément la fin. Il y a toujours une exploration constante par rapport au fait de voir les relations sous un angle nouveau. Et ça, je crois que c'est une vraie philosophie aussi entrepreneuriale de ne pas s'arrêter sur les acquis. Et par rapport à ce que tu disais sur le parcours, peut-être avec les personnes qui sont présentes aussi, c'est l'opportunité pour moi pour mieux me présenter. En effet, il y a deux points importants. Il y a mon enfance. En fait, j'ai été baigné dans le conflit dès mon enfance et je crois que ça m'a donné le goût. Alors, je sais pas si c'est ce que j'ai vécu ou le bagage avec lequel je suis arrivé ici qui m'a donné le goût des relations et des conflits. Ouais, des fois, c'est une question qui a toujours été difficile à répondre. En tout cas, j'ai toujours exploré les relations avec ces deux questions-là, ces deux points de départ. Et puis, ça a toujours fait partie de ma personnalité, au final, de recréer du lien avec soi, avec l'autre, avec ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, en fait, je prends juste le prétexte des relations pour apprendre à mieux nous comprendre, à recréer du lien avec ce qui nous entoure. Ouais. Merci pour tes précisions. Du coup, en 2019, tu as décidé de devenir indépendant. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre, Romain? Bah, rien, rien du tout. Non, Mince. mais rien, c'est
Mais en plus, je dirais pire que rien, c'est que j'ai jamais eu l'envie d'être chef d'entreprise. Dans mon parcours, j'ai jamais voulu être à mon compte, faire de l'argent, parce que c'était à cette époque-là l'idée que j'avais aussi de l'indépendant du chef d'entreprise. J'en ai jamais eu l'envie. Et en fait, c'était vraiment un concours d'opportunités où je travaillais dans un cabinet de conseil. J'étais arrivé dans ce cabinet de conseil en disant, bah, écoutez, je veux bien travailler avec vous. En plus, il me permettait de faire une première expérience de médiateur, donc je veux bien travailler. Ah, que se passe-t-il? Nous sommes coupés. Intergénérationnel. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai commencé à mettre en place. Et à un moment donné, l'entreprise, le cabinet dans lequel je suis me propose un CDI. Et je n'ai pas dérogé à la règle que j'ai eue jusqu'à présent, c'est-à-dire de refuser tous mes CDI. Alors pas par principe, mais parce que je n'avais pas envie en fait d'être en CDI. Et je leur ai dit, bah, écoutez, non, moi le CDI, ça me convient pas. Et en fait, vu qu'il y avait une relation de confiance avec le cabinet, on a décidé de travailler en partenariat. Et du coup, à ce moment-là, je me suis mis à mon compte, mais vraiment pas parce que j'avais envie, c'était vraiment opportun et je me suis dit pourquoi pas en fait. Donc, c'est plus mes qualités de pourquoi pas, peut-être même Mhm. d'insouciance, de curiosité et de saisir d'écouter en fait ce qui est vivant à l'intérieur et puis se dire ben voilà, on va essayer. J'ai envie donc on va essayer. Donc je Faire suis plutôt devenu, d'explorer, de tester. Mhm. c'est ça, Mhm. d'explorer ça et quelque chose auquel je ne sais pas ce que c'est donc je vais essayer en fait. Mhm. Et si ça ne marche pas, bah, je reviendrai. C'est pas grave. Donc voilà, je suis devenu indépendant par opportunisme plutôt que par envie. Et dans ton parcours, il y a eu plusieurs moments de suspension, des pauses dans ta vie professionnelle. Donc Ouais. Saint-Jacques-de-Compostelle, surtout que j'ai retenu en 2021. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qui t'a incité à prendre cette pause? Euh, Ce qui m'a incité à prendre la pause, en fait, c'est que j'ai jamais vu mon parcours pro comme quelque chose de linéaire, en fait. C'est parfois, quand on va acheter une maison, on se dit jamais qu'on va acheter la maison pour la revendre. C'est toujours un achat pour une longue durée et du coup, on va l'acheter pour sa vie. C'est pas du tout ma philosophie. Donc, moi, je serais prêt à acheter une maison pour la revendre 3 mois après. Et c'est un peu comme mon parcours pro. Je suis prêt à commencer une expérience professionnelle pour l'arrêter 3 mois après. Parce que je crois vraiment aussi à ce que l'expérience professionnelle, le lieu dans lequel on va faire notre activité, c'est notre premier lieu social, c'est le premier lieu de construction. Donc c'est normal qu'en fonction de comment nous on avance, on peut changer aussi l'environnement professionnel. Donc moi de mon côté, ça ne m'a jamais choqué de prendre des pauses professionnelles. Et ce qui m'a incité à faire ça, plus particulièrement en tout cas pour Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que c'est la pause que tu partages. Mhm. J'étais à un moment de ma vie où la chose toute bête, en fait, je m'épanouissais plus dans ce que je faisais en tant que médiateur, consultant, formateur, et il y avait des pensées qui venaient, voilà, je me fais pas plaisir, ça me fait pas plaisir ce que je fais. Donc la perte de sens habituelle qu'on peut avoir. Et puis aussi, tout simplement, il y a eu un déménagement, j'étais retourné euh, auprès de ma famille parce qu'il y avait une greffe chez ma mère. Donc il y avait aussi une question peut-être qui a fait réévaluer du sens dans les priorités de ma vie. Et d'un point de vue entrepreneurial, en fait, depuis 2 ans à cette époque-là, je vivais avec un partenaire, mais qui était peut-être la seule source de revenus. Et Mhm. ce qui n'est pas forcément stratégiquement bien, en tout cas, de tout reposer sur un partenaire. Et aussi, en tant qu'entrepreneur, vu que je travaillais pour lui, bah, je prêtais de ma voix pour son identité, pour sa marque, pour son ambition. Et j'avais envie de prêcher ma prêche à moi, en fait. Parce que Mhm. j'ai toujours été discret et introverti, et en final, l'entrepreneuriat m'a demandé à m'exposer, à m'exprimer. Et je remercie vraiment cet aspect-là parce que en fait, j'ai vraiment envie de prendre la parole, surtout sur mes sujets, parce que j'ai un regard parfois qui est commun et parfois qui est décalé par rapport à ce qu'on peut entendre. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dit, je ne peux plus en fait continuer de cette façon-là, stratégiquement. Et en général, quand je suis en période de confusion, bah, je sais que j'ai besoin de prendre du recul, de cheminer, de méditer. Et un matin, je me suis dit, un peu à la Forrest Gump, qui lui avait envie de courir, moi j'ai envie de marcher. Voilà, j'ai envie de marcher, c'est venu un matin. Ouais. Et pour ça, Saint-Jacques-de-Compostelle est tout de suite arrivé. Donc, je me suis enquillé pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle, 3-4 mois, 1 800 kilomètres, sans entraînement. Je me suis entraîné la veille pour partir à Saint-Jacques-de-Compostelle. Autant te dire que il ne faut pas faire ça parce que je suis allé à Saint-Jacques-de-Compostelle avec des courbatures. Et je me dis, c'est pas le bon truc. Mais au final, c'est aussi ça, je crois, l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre des choses et ne pas tout calculer, ne pas tout faire en sorte que ce soit parfait. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé.
Et voilà comment je suis parti à Saint-Jacques-de-Compostelle. Hmm. Donc pendant 3 4 mois, tu as mis en pause vraiment ta vie professionnelle, tu n'as pas eu du tout de visio, tu n'as pas du tout entretenu le réseau. Quelles ont été les conséquences quand tu es revenu? Comment ça s'est passé? Comment tu as raccroché les wagons? Enfin, raconte-nous. Ouais, pour l'anecdote, c'est vrai que j'ai fait une pause pendant 4 mois. En fait, une pause où j'ai retravaillé 1 heure parce que j'avais planifié un entretien de suivi avec un manager et c'était à la frontière des Pyrénées. J'étais à 800 mètres d'altitude pour faire cet échange et parce que je tenais à faire l'accompagnement managérial jusqu'au bout. Donc, j'avais juste 1 heure de prévu. Mais ce qui était, ouais, comme tu dis, en fait, ce qui a été compliqué, c'est que ça a été une pause de 4 mois et avant de partir, il y avait pas mal de freins quand même. C'est-à-dire, j'allais pas à mes clients, j'ai refusé des missions parce que je pouvais finir un échange, mais j'allais pas en recommencer d'autres. Ça, c'était impossible pour moi. Et je me rends compte que je n'aurais pas forcément été dans les meilleures conditions pour le faire, autant de façon logistique ou intérieure, tout simplement. J'avais pas de vision, je savais pas où j'allais habiter, en fait, au bout de ces 4 mois-là. Il me restait 2000 euros parce que il me restait 2000 euros. Donc je me dis, OK, bah, je fais ce chemin-là. Et après, je fais que ce chemin-là. Hmm. Donc en fait, je n'avais plus d'indicateurs, j'avais plus de repères de sécurité d'un point de vue matériel et financier. Et on en reviendra peut-être après, mais je pense que ça aura été un des apprentissages aussi de Compostelle. C'est cette insécurité en tant qu'indépendant aussi, de comment avancer dans cette insécurité. Et puis, il y avait aussi l'entourage qui comprenait pas. Parce que mon entourage j'ai pas un entourage qui est dans l'entrepreneuriat, j'ai pas un entourage qui est indépendant dans ma famille proche. Et du coup, pour eux, ils ont une vision du chef d'entreprise, de l'entrepreneur, mais assez vieille déjà. Soit c'est l'artisan qui connaissait et bah, voilà, l'artisan, soit c'est les chefs d'entreprise du CAC 40. Et du coup, il n'y a pas forcément de vision Hmm. objective de l'indépendant, de l'entrepreneur. Donc, il fallait aussi lutter avec l'image que je pouvais renvoyer. Enfin, lutter ou en tout cas Hmm. expliquer, être pédagogue et L'entourage t'a faire freiné comprendre. à partir? T'as été l'entourage pro, perso, t'ont dit mais non, mais c'est une énorme bêtise que tu fais. Comment... Ouais. Non, ils se sont Ouais. retenus Mm. au départ parce qu'ils ont l'habitude de mes Ils connaissent. excentricités. Mais par contre, je sais parce qu'ils m'ont dit après dans certaines situations plus ou moins confortables. Mais en tout cas, oui, ils m'ont dit ce qu'ils pensaient et de peut-être de la bêtise de certaines décisions. Et au final, cette décision, je suis parti 4 mois et j'ai fait en 1 semaine le chiffre d'affaires que j'avais fait en 4 mois. Mm. Donc, en fait, on a une pensée très, très linéaire de nos Oui. actions. On fait ces actions pour avoir cette chose. Et je crois qu'on oublie une pensée qui est opportune. C'est-à-dire qu'il y a, les Grecs connaissaient ça, c'est qu'il y a un temps opportun, des fois dans nos vies, dans nos activités, qu'on ne maîtrise pas. Et Mm. en fait, le fait de prendre ce temps de pause, le fait de se laisser aller, d'être en totale insécurité, me permet, moi, de me reconnecter à ce temps opportun. Et Mm. ça, c'est hyper important, je trouve, quand on est entrepreneur ou indépendant, c'est de faire confiance aussi à ce qu'on ne maîtrise pas. Et ça peut être un peu compliqué pour l'extérieur, qui se dit, mais si tu ne fais rien, alors il n'y aura rien. C'est vrai, mais pas que. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait impacté quand on a échangé et qu'on avait préparé cet entretien ensemble. Tu m'avais dit, en fait, ces temps de pause, tu en as eu plusieurs, hein, on va pas Ouais. tous les dévoiler aujourd'hui, il y en aura d'autres. Tu m'avais dit, voilà, ça m'a montré que prendre du temps pour moi, ça me permet d'être voilà, bien par la suite et de comprendre que ce que je vais récolter, c'est pas seulement le fruit de mes actions, mais aussi le fruit du contexte, d'un temps opportun, ce que tu disais, et puis d'un état Mm. d'esprit. Donc de faire confiance aussi à ça, et puis aux graines qu'on sème, qui à un moment donné aussi germent et qu'on peut récolter. Mais ça nécessite de la confiance dans l'insécurité dont tu parlais. Et c'est ça qui m'intéresse aussi d'entendre avec toi. Alors, plus récemment, tu as eu un temps nomade. Alors, ça Ouais. m'intéresse de savoir comment tu as organisé ta vie professionnelle. Ouais. Euh, Raconte-nous ce temps-là. Le tour nomade. Alors, en Oui. fait, je suis parti en début d'année, 5, 6 mois à l'étranger. On a fait, avec ma compagne, on est parti en camion, en van, avec un T4 Volkswagen. Et du coup, on a fait plus d'une dizaine de pays, l'Albanie, la Macédoine, la Croatie, l'Italie, la Slovénie, euh, la Grèce, la Crète. On est resté 2 mois en Grèce, 1 mois en Crète.
Et du coup, c'était une vraie expérience. C'est vrai que depuis Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait, j'ai changé mon mode de vie, où Mm. j'ai arrêté d'habiter à la ville et après, en fait, j'habitais dans une tiny house. Et du coup, ça m'a permis de reconnecter aussi à la nature, à un autre rythme de vie de consultant. J'étais consultant la journée et puis dans mes pauses, en fait, j'allais faire mon jardin à côté ou Mm. défricher un terrain. Et en fait, ça m'a permis de vraiment trouver un équilibre et de prendre du recul aussi sur mon activité parce que je travaille trop. Je suis quelqu'un, c'est un peu le problème avec avec la pause nomade aussi pour faire le lien, c'est que nos métiers, je pense que si on a de compte, c'est un peu des métiers passion. Et le problème, c'est que le métier, c'est la journée et la passion, c'est le soir. Et c'est très compliqué pour trouver un équilibre de ce métier passion. Et du coup, pendant cette pause nomade, comment je l'ai organisé pour revenir? Donc, on est parti 6 mois à l'étranger. Déjà, il fallait une vraie organisation. C'était une logistique. On est parti en camion. Du coup, pendant une semaine, on a fait le trajet. J'ai pas pris de pause professionnelle. Ça paraît anodin comme ça, mais en fait, entre les pays, nos forfaits téléphoniques, le décalage horaire, même si c'est 1 heure, mais Ouais. 1 heure, en fait, un décalage, il faut prévoir les rendez-vous, mais il y a Ouais. aussi tout, les calendriers, il y a tous les rendez-vous planifiés. C'était une galère en termes de logistique, surtout que j'avais à ce moment-là une cliente qui était aussi à La Réunion, donc un décalage horaire sur un décalage horaire. Bref, Ça va ça, compter. ouais, non, c'est une charge mentale, en fait, de l'indépendant, parce que comme, enfin, ouais, c'est une charge mentale, tout simplement, c'était une chose à organiser. Mais au final, ça s'est hyper bien fait. En termes logistiques, c'était juste le réseau téléphonique, la Wi-Fi. Une fois qu'on a notre Wi-Fi et le réseau téléphonique, on peut travailler. Ouais. Après, connaître un réseau téléphonique et une Wi-Fi en France, ça va. Dans le fin fond de la Macédoine, en Albanie ou en Grèce, c'est autre chose. Mais en fait, ça permet d'avoir des anecdotes aussi. Là, j'avais pu faire des visios sur des parkings en Albanie, sur les montagnes au Monténégro, sur la plage en Grèce. Et ça, Mm. c'était hyper chouette. Alors, c'est vrai que ma compagne aussi a ce mode de vie de nomade et à distanciel. Donc, il fallait s'organiser le van pour qu'on puisse faire les visios pas en même temps, mais en différé, parce que le van, c'est pas un open space de 50 mètres carrés, mais plutôt une salle de réunion de 2 mètres carrés vers 5 et encore. Donc, c'était toute une organisation. Après, on a fait la plupart du temps en camion, mais des fois, on se prenait aussi des appartements Ouais. pour se faire bien. Mais c'est là où je me rends compte qu'il y a du matériel à avoir et des fois, voilà, il fallait faire les visios sur une tablette de fer à repasser ou alors avec les travaux à côté. D'un point de vue logistique, c'est ça, mais honnêtement, ça se fait toujours bien et ça demande juste une vraie discipline, une vraie Mm. organisation, chose que je n'avais pas forcément avant. Et puis en termes d'organisation, ça permet de les reprioriser aussi. Quand on est en camion en fait ou en van, la priorité c'est pas l'appel qu'on va avoir dans la journée commerciale, c'est bah, où est-ce qu'on va faire où est-ce qu'on va vider les toilettes. C'est tout bête, mais en Mm. fait c'est revoir la priorité, où est-ce qu'on va vider les toilettes. On a de l'eau, mais il ne nous reste plus que 5 litres, c'est où est-ce qu'on va rechercher de l'eau pour pouvoir boire tranquillement. Et du coup, ça permet de voir aussi quelles sont les vraies priorités, alors que dans le quotidien, lorsqu'on travaille chez soi, bah, on a tout à disposition. Ouais. Et du coup, le fait de partir en nomade à distance, ça permet aussi de réévaluer cet aspect-là. Alors, ça peut paraître très bohème, hein, Mm. très bisounours, De et ressentir en même temps, l'inconfort pour c'est important. Ouais, prioriser. Mm. c'est ça. C'est ressentir l'inconfort pour se dire, OK, tout le confort qu'on a, et de prendre du recul. Parce que tu vois, des fois, moi, j'étais le premier lorsque, je sais pas, je n'avais pas un client ou un appel commercial, ça ne se passait pas comme je voulais parce que c'est chiant le commercial. Moi, j'aime pas du tout la prospection à froid, par exemple. Mais quand Ah, tu te mais dis on au va final, en ma priorité, parler. c'est Moi, je pas vais ça. te faire aimer, tu vois. Ah bah avec plaisir. Non. Mais j'ai découvert aussi Enzo Colucci sur LinkedIn qui m'a réconcilié avec ça, juste par ses vidéos. Mais en tout cas, c'est de revoir les priorités. Et entre un appel commercial et aller chercher son eau, bah, l'appel commercial, au final, c'est pas si grave que ça, quoi. Mm. Qu'est-ce que ça t'a appris d'autre? Alors, tu disais la question de la priorisation. Qu'est-ce que ça t'a appris d'autre, le fait de partir comme ça? Certainement au niveau de l'organisation, mais il y a peut-être d'autres choses que ça t'a apporté. Ouais. Euh, Ce que ça m'a appris, bah, c'est que déjà, la chose toute bête, hein, c'est que je suis parti, je faisais 80% de distanciel. Et Oui. en voyage, en fait, je n'avais quasiment plus aucune provision de distanciel. Donc, j'ai réappris l'insécurité financière parce que j'ai dû Mm. refuser trois médiations. Donc, ça faisait un gros chiffre d'affaires quand même Mm. pour 3 médiations. Et ça m'a appris à revoir les priorités. En même temps, vu qu'il y a une insécurité financière, c'était de vivre avec cette insécurité. En même temps, de développer une nouvelle stratégie parce que l'aspect commercial change, l'aspect entrepreneurial change. Donc, ça m'a Mm. permis de développer les stratégies, ce qu'on appelle digital marketing, de l'acquisition digitale, des ateliers, des tunnels de vente. Donc, ça, c'était vraiment intéressant d'un point de vue entrepreneurial. Mais ça m'a réconcilié aussi avec mes peurs. Au début, j'avais en fait l'habitude de traiter ma peur et pas de traiter la peur. Et c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, on nous aide souvent à construire un modèle économique
mais très peu au final un modèle intérieur, c'est-à-dire c'est quoi les ressources que je vais devoir développer en Mm. fait pour créer une activité qui soit durable, mais pas financièrement, mais aussi émotionnellement, psychologiquement, intérieurement. Et ça, on nous apprend pas ça. Tu vois, j'étais dans une association la dernière fois qui accompagne des personnes à monter des projets. Le questionnaire, c'était votre modèle économique, vos objectifs, Mm. votre objectif à 3 mois, à un an. Déjà des choses qu'on ne sait pas. Je ne comprends pas ces questions-là. Et en Votre plus, vision à 2 ans. Ah. ouais, non, mais c'est ça. Mais par contre, on va pas te demander qu'est-ce qui te stresse, comment c'est pour toi de prendre la parole, comment c'est pour toi de faire payer les gens, de vendre Mm. ton produit, de Tout ce que recevoir tu de fais, l'argent. tu vas devoir faire au quotidien en tant qu'entrepreneur, quoi. Mm. C'est ça. Tu vois, des fois, on critique l'école parce qu'ils nous apprennent pas la vie sur une Mm. facture, un impôt et autres. Et ben, en fait, on retrouve ces mêmes choses-là. Ouais. Donc, ce que ça m'a appris pour revenir, c'est bah, mes peurs, de reconnecter à mes peurs, mais vraiment de façon plus profonde. Ça m'a appris aussi à discuter de mes difficultés d'indépendant avec ma compagne. Parce que ça Mm. aussi, on nous l'apprend pas, de On te dit discuter pas, et la relation de couple, attention. exactement avec vos proches, l'image que Mm. ça renvoie, ce à quoi vous allez peut-être être confronté, comment vous allez pouvoir en parler. Mm. Au final, de se dire c'est normal qu'on va passer par là. Mais enfin, je crois qu'on a besoin, si on sait à quoi on est confronté, je crois qu'on est un peu plus armé, on est un peu plus outillé. Et du coup, ça m'a permis aussi de vraiment apprendre, de créer des espaces dans ma relation, dans mon couple, pour discuter de ça. Là, je le dis de façon saine, hein, mais ça n'a pas forcément été toujours très simple Mm. parce que bah, il fallait aussi créer des nouveaux repères, créer un cadre dans lequel on pouvait discuter et de comprendre que là, on n'arrivait pas à en discuter. Mm. Et ça, c'était vraiment très challengeant et en même temps hyper riche parce que je le constate aujourd'hui, toujours avec elle justement, que Et ça a alors vraiment porté même ses que fruits. ta compagne est entrepreneur également? Ouais, Ouais. c'est ça. Mm. Et la dernière chose peut-être intéressante aussi sur ça, sur ce que ça m'a appris la pause, c'est le regard, enfin l'image que ça envoyait, on parlait de l'image sur les proches. Souvent, en Mm. fait, on me disait, ah, la chance que tu as. Et, euh, et ben moi, j'aimerais bien qu'on dise aux indépendants, aux entrepreneurs, pas la chance que tu as, peut-être de prendre des jours de repos, peut-être de partir en voyage, mais bravo pour ce que tu réalises. En Mm. fait, on ne se rend pas compte que, ok, il y a un côté opportun, il y a un côté une chance, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'efforts qui ne sont pas visibles. Et ça m'a permis de vraiment travailler bah, ma propre reconnaissance, parce que j'attendais aussi trop de reconnaissance de la part de mes proches ou autres, même si j'attendais pas qu'ils le disent, mais si ça me fait jouer quelque chose, c'est qu'intérieurement, voilà, donc ça m'a permis aussi de travailler ma propre reconnaissance et ma propre reconnaissance en tant qu'indépendant, quoi. Tu m'avais dit je me remercie. J'ai trouvé ça tellement beau. Ouais. Ouais, se remercier pour les choix que tu fais, pour les décisions, les orientations, le temps Mm, de pause, l'audace. Se remercier, c'est tellement important, on ne le fait pas. Dans tes mm. moments de transition, tu as parlé souvent, pas là, mais quand on a échangé, d'évidence. Ça Ouais. ressemble à quoi pour toi l'évidence? Tu disais Ouais, on c'était en avait, ouais, ouais, voilà, on avait parlé comme ensemble. Forrest Gump, Ouais. voilà, et a couru, toi t'as marché, c'était évident, c'est quoi? Pour moi, l'évidence, c'est vraiment enfin, quelque chose qui est évident, qui prend tout le pas à l'intérieur de moi. Je Mm. suis médiateur et c'est vrai qu'étymologiquement, le conflit, ça veut dire ce qui n'est pas fluide. Et pour moi, une évidence, c'est quand tout est fluide. C'est quand tout est là, en fait. Il n'y a pas d'éléments parasites, il n'y a pas de tension à l'intérieur de moi. C'est vraiment une sensation corporelle. Mm. C'est ça que je dois faire. Ouais. Et, mais c'est vrai que quand on en parlait, je trouve que quelque chose d'évident, en fait, ça va parler à tout le monde, je crois. C'est évident, on a toujours nos évidences. Par contre, ce qui est moins facile, je trouve, et ce qui est peut-être le plus beau, c'est de rendre les choses évidentes, d'aller chercher l'évidence. Et ça, je crois que c'est le plus compliqué, mais il y a toujours en fait des évidences dans nos vies, même lorsque ça ne se représente pas évident, mais il y a toujours des évidences à en devenir. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, là, je suis en Alsace, on a ce qu'on appelle les personnages. Alors, je sais pas si on a dans d'autres régions, mais on a les Oui, personnages. c'est nous. Ouais, ouais. Les personnages, en fait, c'est des petites fleurs, pour ceux qui sont peut-être pas d'Alsace, Mm. notamment en Valence, je crois, pour la neige. Les personnages, en fait, quand on a de la neige en Alsace, les personnages, c'est les seules fleurs présentes dans les périodes de gelée ou de neige. Mm. Et les évidences, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand les choses ne sont pas évidentes pour moi, je suis convaincu qu'il y a des évidences à en devenir. Donc, je vais aller voir, en fait, la source d'évidence qu'il peut y avoir. Souvent, moi, l'évidence, c'est ce qui me met en joie, en fait, vraiment Mm. intérieurement. Mais parfois, c'est difficile de voir là où il y a de la joie, quand il y a du brouillard, lorsque bah, il y a de la neige partout. Et c'est pour ça que je prends l'image de ce personnage-là, c'est que le personnage dans la neige, c'est un peu ma source de joie dans mon brouillard. Lorsque je veux rendre les choses évidentes, je fais un focus dessus
Et même si c'est contre-intuitif, je vais rester à la nourrir jusqu'à ce que je vois comme le personnage la neige baisser et je vois un peu plus les choses qui se représentent. Et, euh, et ça, j'adore d'aller chercher les évidences parce que je crois que on va chercher, quand on va chercher les évidences, on va chercher aussi nos raisons d'être Mm. et d'aller découvrir en fait ce qui nous attend. Et ça, c'est un vrai chemin qui me, ouais, comme je fais là, je suis comme ça, un petit chat qui va essayer de jouer et qui va regarder parce que je sais en fait à quel point c'est bénéfique et opportun pour soi. Mm. Merci. Est-ce qu'il y a un mantra qui te guide, Romain? Ouais, ouais, il y en a deux. Il y a un mantra et une question. Le mantra, c'est apprends à aimer. Alors, c'est mon mantra à moi. C'est depuis que je suis tout petit, par rapport à certaines choses de mon enfance. Il y a vraiment le côté apprends à aimer. C'est toujours, quelles que soient les choses auxquelles je suis confronté, j'aime beaucoup la notion de la vocale langue. Et du coup, mon mantra, c'est apprends à aimer. Et je sais que je peux toujours faire confiance à cette vocal manche qui est avec moi pour essayer de m'apprendre, me faire apprendre à aimer les choses et de me faire comprendre ce que c'est apprendre à aimer. Et l'autre question, c'est quelle personne t'as envie d'être? Mm. Quelle personne t'as envie d'être? Et ça m'a toujours aidé d'un point de vue entrepreneurial ou même dans nos relations. Souvent, on est la personne qu'on nous a dit d'être ou qu'on a été conditionné à être ou qu'on a été jusqu'à présent, sans se rendre compte qu'on peut devenir aussi une autre personne. Et du coup, cette simple question dans les situations, là, par exemple, tu vois, juste avant qu'on ait notre échange, j'aurais pu me poser la question, je l'ai pas fait, mais j'aurais pu me poser la question, quelle personne j'ai envie d'être? Ah bah, je vais être une personne souriante, qui donne envie ou qui ne fait pas la tête, qui est polie, enfin voilà, plein de petites choses ou pas. Et cette question m'a toujours aidé en fait à m'affranchir de certains conditionnements. Merci. Est-ce qu'il y a une lecture peut-être, un objet culturel, une peinture, un film qui t'a impacté dans ta vie d'entrepreneur? Hmm. Des personnes? Ouais, mais tu vois, il y avait une peinture au Louvre qui m'avait marqué, mais j'ai pas le nom là, qui m'a fait comprendre ce que c'était la compassion. Mais en tant qu'entrepreneur, il y a un film, c'est plutôt par rapport à mon métier, qui s'appelle 12 hommes en colère. Mm. Et je le conseille à tous, qui est en fait l'histoire de 12 juges, 11 juges, qui sont d'accord pour condamner la personne, sauf un qui résiste et Mm. qui va retourner la situation. C'est un magnifique film pour comprendre des fois la- les jeux psychologiques qui peuvent se faire. Et dans les personnes, en tant qu'entrepreneur, ouais, il y a deux entrepreneurs qui m'ont vraiment inspiré. Et c'est rigolo parce que en y repensant, c'est deux directeurs de cabinet de conseil, enfin un directeur et une directrice. Du coup, le premier directeur, c'est Jérôme Mira. C'est le directeur du groupe OBA, un cabinet de conseil. C'était mon premier directeur de cabinet de conseil. Et la deuxième personne, c'est Candice Vaujac, directrice d'un cabinet qui s'appelle Reliance. Et c'est rigolo parce que ces deux personnes, en fait, si elles m'ont inspiré, c'est qu'elles ont les mêmes qualités. C'est-à-dire, en fait, grâce à elles, j'ai vraiment compris ce que c'était un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a une force d'action. En tout cas, un entrepreneur que je n'étais pas et qu'il fallait que je challenge aussi en moi. Quelqu'un qui a une force d'action, quelqu'un qui sait inspirer, quelqu'un qui est visionnaire, quelqu'un qui sait emmener des personnes, emmener une équipe, convaincre par rapport à leurs mots, qui ont une énergie folle, un charisme aussi, quand on sait que c'est eux, les directeurs ou directrices. Mm. Et ça, c'était vraiment inspirant parce que je aussi pour les avoir bien, enfin, avoir eu des espaces un peu personnels avec eux, ils ont une, un vrai côté décideur et aussi beaucoup d'humanité. Et ça, Mm. c'était vraiment aussi intéressant pour pouvoir avoir une autre vision du chef d'entreprise entre ce qu'il peut montrer et ce qu'il est réellement et les préoccupations que l'on peut avoir malgré l'image parfois renvoyée. Et ça, c'était vraiment intéressant et franchement, je les remercie vraiment parce que aujourd'hui, je savais pas que j'allais devenir entrepreneur et eux, mine de rien, même s'ils ne le savent pas, voilà, ils restent dans ma tête par rapport aux qualités qu'ils m'avaient transmises à l'époque. Mm. Merci. Moi, ce que je retiens de nos échanges, c'est à quel point l'entrepreneuriat est au service de notre développement. En fait, c'est le reflet Hmm. de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, de notre parcours. Peut-être qu'il y a des questions que vous voulez poser, Nadège, Océane, Anne-Laure, Marine, avant qu'on se quitte de ce moment suspendu avec Romain. Alors, moi, je me permets de commencer. J'ai pas de questions à proprement parler, mais je trouve ton discours hyper inspirant. Je suis au début de mon aventure entrepreneuriale et j'ai toujours eu ce côté un peu anticonformiste et pas je fais pas comme les autres font et on m'a jamais Hmm. comprise. Et Hmm. alors si du coup je vais pouvoir avoir une question finalement, t'as jamais douté? Tu t'es jamais dit bon en fait je vais reprendre un poste en CDI et
enfin, je vais prendre un poste en CDI et voilà, j'arrête. Merci, Océane. Si, 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 si. À Yann. bientôt, Anne-Laure. Mhm. Ouais, si, si, j'ai toujours douté et je vais être transparent avec toi, c'est que je doute encore en fait. Parfois, étant donné que l'âme reprendre un poste en CDI, en fait, je me suis toujours refusé. Je me dis, mais comment je vais pouvoir refaire un poste en CDI, pas de vacances, enfin, 30 jours, c'est pas possible, 5 semaines de congés payés, je peux pas m'organiser mon planning. Ça a toujours été un non. Et en fait, tu vois, il y a 2 mois, parce qu'en début d'année, c'était, il y avait vraiment des questions financières en fait qui se disaient, et là ça repart bien pour moi depuis mai, donc c'est hyper chouette. Mais c'est maintenant que je me pose des questions de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux de ma vie et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Et je crois que ce qui me bloquait vraiment dans le fait de retrouver un CDI, c'est le fait que je n'aurais que un CDI. Que un CDI, je pourrais pas recommencer après à être à mon compte. Et je prends aussi le côté entrepreneurial comme une vraie expérience à part entière. C'est que si déjà j'ai peur des conséquences, ça va me bloquer mon expérience entrepreneuriale. Donc j'ai toujours des doutes, mais par contre, je ne veux plus avancer avec des peurs. Les doutes, c'est pas grave, mais par contre, je n'ai pas envie d'avoir peur des conséquences que ça pourrait avoir. Si je dois retrouver un CDI, eh ben, je retrouverai un CDI. C'est pas grave. Et, et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de trouver, en fait, souvent, en fait, on va pas vouloir retrouver un CDI parce qu'on va avoir une seule stratégie pour répondre à un besoin. Moi, par exemple, mon besoin, c'était de prendre la parole sur les sujets des relations, d'accompagner les personnes à voir les relations autrement. Et je me dis, mais comment je vais pouvoir faire ça en CDI? Ça va pas être possible. Et en fait, je me suis dit, bah, ok, si jamais je retrouvais un CDI, je trouverais un CDI comme ça, avec, telle quantité de travail, et à côté, voilà le projet que je mènerai et un projet peut-être qui me débouchera sur une nouvelle expérience d'indépendant. Je crois qu'il faut pas. J'ai pas voulu me fermer les portes. J'ai toujours des doutes parce que j'ai aucune certitude. Mais par contre, pour moi, il y a une différence entre avoir un doute et une peur sur ce qui peut se passer. Et j'essaie vraiment de prendre soin de ça. Et par rapport à ce que tu disais sur le côté l'incompréhension, je pense que je peux comprendre et où on se rejoint sur ce côté-là. Moi, ça a toujours été quelque chose, le fait d'être compris par les autres. Et en fait, le fait de ne pas être compris par les autres, surtout sur le côté indépendant ou pour les choix de vie que j'ai, moi, ça m'a beaucoup appris et ça continue de m'apprendre de m'accepter aussi. Parce que je me rendais compte que je vivais mal l'incompréhension parce que moi-même, je savais pas forcément, je m'acceptais peut-être pas forcément assez dans les choix que je prenais et j'avais pas assez peut-être de bienveillance pour les décisions que je prenais. Voilà, je sais pas si ça peut te parler ou pas, mais en tout cas, c'était mon expérience moi aussi sur ce sujet. Et je trouve que quand on prend des choix qui sont innovants, voilà, je crois que c'est un grand philosophe, donc le Spiderman, qui disait toute grande qualité demande de grandes responsabilités. Et quand on prend des décisions qui sont anticonformistes, la grande responsabilité, c'est d'accepter notre côté anticonformiste et peut-être extraordinaire aussi, quoi. Mm. Ouais, très vrai. Merci beaucoup. Mhm. Et encore une fois, ouais, hyper inspirant. Ça, enfin, je crois qu'il y a beaucoup de synchronicité dans la vie et je pense que ton discours aujourd'hui, donc merci de l'invitation en tout cas, mais ton discours me parle beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Et Avec Océane. plaisir aussi. Hmm. D'autres questions peut-être avant qu'on se quitte? On a débordé, mais c'est tellement doux et précieux d'écouter Romain. D'autres questions? On va arrêter là pour aujourd'hui alors. Merci à vous, merci de vos échanges, de vos questions, vos interactions. Merci Romain, beaucoup de ta confiance et de ton partage en toute délicatesse. Voilà, donc j'espère qu'il vous a inspiré tout comme moi. J'ai plaisir à l'écouter. Pas de questions. Alors attends, pas de questions Nadège, mais Un un autre grand commentaire. merci Romain pour ce partage. Et Merci, Nadège. voilà. Bon, eh bien, je vous Bah, donne merci à toi, Pauline. merci. Merci à toi pour ce temps et d'être parti en live avec toi, du coup, cette matinée. Alors, Et c'était merci aux personnes moi. qui étaient présentes. On remet ça quand tu veux. Et voilà, donc je vous dis au mois de janvier, puisque c'est une interview par mois. On se revoit le premier jeudi du mois, exceptionnellement janvier. Comme c'est les vacances scolaires, on se donne rendez-vous le 11 janvier. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Bonne fête de fin d'année à vous. À Au bientôt. revoir. Au revoir.